Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct d'Abidjan pour ce premier numéro de l'année 2021, la rétrospective 2020 consacrée aux élections présidentielles dans la sous-région. Alors nous avons eu la chance de nous rendre dans la majeure partie des pays concernés pour vous donner accès aux différents protagonistes de ces élections. Depuis 1990, près de 600 élections présidentielles et législatives ont été organisées sur le continent africain. À l'exception de l'Érythrée, en Afrique, tous les États tiennent périodiquement des scrutins à l'échelle nationale, régionale ou locale. Après 30 années d'exercice sans discontinuité majeure, l'élection, héritée de la colonisation puis imposée de l'extérieur comme une conditionnalité des aides occidentales, est devenue la modalité centrale du jeu politique sur le continent. La population de l'Afrique de l'Ouest s'élève à près de 400 millions de personnes, qui représentent près de 29% de la population totale du continent. Environ 41% de cette population est allée aux urnes au cours du dernier trimestre de l'année 2020 pour choisir notamment leur président de la République. Il s'agit de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana et du Niger, sans oublier le Togo en début d'année. Alors, quel est le bilan de ces élections de 2020 pour les pays concernés, le continent africain? Qu'en est-il de la qualité des processus électoraux dans la sous-région? Et pour quelles raisons ces échéances électorales cristallisent tant les tensions? On en parle avec le politologue Dr William Agblonon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Le sociologue Dr Lil Nikes-Nelbien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et mon cher confrère Thomas Guessambi. Bonjour Thomas. Bonjour Fatim. Alors, selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, la sous-région a connu 5 élections aux enjeux très élevés. Que faut-il entendre par cette affirmation, messieurs? Docteur Agblonon. Alors, je pense que pour la plupart des pays concernés, à l'exception peut-être du Ghana, ces élections étaient attendues un peu comme des élections un peu délicates, dans la mesure où les enjeux pouvaient faire entrevoir ou envisager des tensions de part et d'autre. Et c'est intéressant d'ailleurs de s'intéresser à ces élections parce que ça fait exactement 30 ans que ces États ont commencé le processus de démocratisation. Donc ces élections interviennent pratiquement à la fin d'une génération et il était très intéressant de voir si réellement il y a eu des acquis en matière de démocratie, est-ce qu'on a fait du progrès et notamment dans ces pays, il y avait aussi des enjeux sociaux assez forts qui faisaient craindre dans bien des cas le pire. Donc je pense que les enjeux, effectivement, pouvaient justifier une telle perception de ces élections. Quels étaient les enjeux de ces élections, Thomas Guessambi, pour les pays concernés et pour la sous-région? Mais pour aller dans le prolongement de celui que vous avez cité, Mohamed Ibn Chambas, qui en juillet 2020, devant les membres du Conseil de sécurité, est allé beaucoup plus loin dans les enjeux en parlant de consolidation de la démocratie. Bien entendu, quand dans ces pays, les votes restent encore pour une bonne proportion des votes claniques liés à la région, liés aux ethnies, alors que dans un tel contexte, il n'y a que la démocratie qui puisse appeler l'avènement, l'assise et la croissance d'une république. Il faut forcément que ces élections-là soient démocratiques. Démocratiques dans tout le processus, pas seulement le jour du scrutin. Depuis le processus des textes qui régissent ces élections, depuis les inscriptions, depuis les conditions qu'on crée, depuis les temps d'antenne, il faut que tout ce qui est élément fondamental du processus électoral soit démocratique pour que ces nations qui sont relativement jeunes, si on se limite à leur date d'indépendance, 1960, pour que ces nations-là s'asseyent davantage dans la démocratie parce que l'absence de démocratie n'est pas souvent loin de l'instabilité et qui joue contre le développement. Alors, docteur Lil, je m'adresse aux sociologues. Quels sont finalement les enjeux des élections présidentielles pour notre société, a fortiori nos jeunes démocraties, comme vient de le dire Thomas Guessambi?
Les enjeux sont des enjeux de lutte d'influence. De lutte d'influence au sens de la capacité de quelqu'un à décider de tout, ou de quelqu'un et de son clan ou de sa tribu, comme il a si bien dit, décider de tout. Et donc, les enjeux sont des enjeux d'accaparement de ressources, malheureusement. Peut-être que les Blancs l'ont rêvé demos kratein, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, ce que tout le monde veut le plus, ce que tout le monde pense qui est le moins pire, essayer d'être au-dessus de la mêlée. Ben, chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas. Chez nous, si on rentre un peu dans l'histoire, tout le pouvoir est toujours entouré de mystiques. Chef de terre, chef de masque, chef de ceci, chef de cela, ou bien le nanan tout-puissant, demi-dieu. C'est-à-dire le pouvoir n'est pas démystifié ni désacralisé. Et donc, dans ce passage hybride, syncrétique, d'un pouvoir totalement dévoilé dans une agora comme chez les Blancs, où le meilleur projet triomphe, et nous, où le pouvoir est une question d'obscurité, d'obscurantisme, de négociation mystique, vous voyez que les enjeux sont très, 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 très loin de ce que l'Occident pense. Juste un mot sur les enjeux. Je pense que quand on parle de consolidation des processus démocratiques en Afrique, derrière ce beau discours, le vrai enjeu, c'est beaucoup plus la consolidation de la nation. Je crois que c'est la formation même des nations qui est en jeu. Et c'est intéressant parce qu'en 90, l'expérience des démocraties africaines a révélé la fragilité des structures de nos États. Donc, la notion de nation n'était pas encore une réalité. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'on s'est rendu compte que la démocratie a engendré beaucoup plus de conflits en Afrique que les périodes de dictature qu'on a connues de 60 à 90. C'est à partir de 1990 qu'on a connu beaucoup de conflits, de guerres civiles en Afrique. Donc, je pense que 30 ans après, c'était intéressant de voir si réellement nous sommes passés à une phase de consolidation des nations. Et si, parce que sans consolidation de la nation, la démocratisation n'est qu'un leurre, parce qu'au fond, la démocratisation n'est que le ciment qui vient fédérer le vivre ensemble. Donc ça permet aux sociétés de mieux s'organiser. Mais ces élections ont révélé que les enjeux, en matière de consolidation, de l'idée même de nation, nous avons encore du pain sur la planche. Alors, attardons-nous sur le cas de deux pays qui sont confrontés à des situations d'insécurité, on va dire, récurrentes, à savoir le Niger et le Burkina Faso. Et les campagnes électorales de ces deux pays ont été marquées par des actes terroristes, des attaques terroristes. Et au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a affirmé que plus de 17% du territoire ne pourrait pas participer aux élections à cause justement du fait du terrorisme. Monsieur, fallait-il maintenir ces élections? On ne va pas refaire le match, mais déjà, fallait-il les maintenir dans ces conditions des élections à la fois présidentielles et législatives, hein, puisque à chaque fois, ça a été des élections jumelées. Thomas Guessambi. Oui, il faut nécessairement les maintenir. Vous savez, le jeu démocratique qui se caractérise par des élections, par des mandatures, par la voie des urnes, est une sorte de rendez-vous où le citoyen se prononce sur la gestion de la cité dans laquelle il a vécu durant 4 ans pour certains, 5 ans pour d'autres. Il n'y a que des phénomènes, même s'ils sont imprévisibles, comme des cas de force majeure, l'extrémisme violent, qu'on n'avait peut-être pas prévu, la Covid-19 qu'on n'avait peut-être pas prévu. Mais on ne peut peut-être pas juger les dirigeants des pays sur la survenue de ces phénomènes. Mais qu'en est-il de leur gestion? C'est la gestion après que le citoyen regarde. Comment est-ce que la crise de la Covid-19 a été gérée par le gouvernement? Est-ce qu'on a tenu compte des commerces? Est-ce qu'on a tenu compte du travail? Est-ce qu'on a tenu compte de la précarité? Ensuite, quand arrive l'extrémisme violent avec naturellement ces attentats, il y a que
Au Burkina Faso, on a près de 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Vous parlez des réfugiés. On a vu ici, en Côte d'Ivoire, on était obligé de réorganiser l'école durant la rébellion. Donc je veux dire, quand on sait qu'on doit aller à des élections et que depuis 2019 déjà, il y a eu déplacement de masse, on peut les intégrer dans le jeu politique, les inscrire pour qu'ils aillent se prononcer sur la gestion de ces crises-là. Mais pour rebondir ce que vous disiez sur la crise sanitaire, vous pensez que ça a joué dans l'esprit des populations, dans le cadre des votes, la gestion de la Covid-19 par leur chef d'État, ou en tout cas les politiciens? Bien, dans tous les pays du monde, quasiment au début, par la panique que cela a provoqué, par l'ignorance que cela a provoqué, par les discours très contradictoires de l'OMS et des différents spécialistes de santé de ces pays, ça a joué d'une certaine manière. Et puisqu'on parle de reprise, on parle de possibilité de confinement, c'est ce qu'il disait, ceux qui ont été confinés, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment, etc. Forcément, au moment du vote, on y pense. Mais comme il l'a dit, c'est une affaire de statistiques. Aujourd'hui, quels que soient les votes, effectivement, on va en parler, vous parlez des présidents sortants, tout le monde est déçu. Sont rares les votes aujourd'hui qui dépassent les 30 à 40%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parlez quoi du taux de participation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut parler de vraie démocratie, plus personne ne croit à la démocratie. Parce que chacun s'est dit, ça ne sert à rien, c'est blanc mouton, mouton blanc. Donc, à l'arrivée, qu'il y ait 17% qui ne puissent pas voter, que la Covid intervienne, etc. Mais quelle est l'intime conviction des 100% de population quant à une bonne élection claire, transparente, avec des bons projets de société et de gens qui vont dire ce qu'ils ont promis faire. Vous voyez, même Macron, aujourd'hui, on parle de complotite. Ce n'est pas tout le monde qui est sûr que c'est... Quand on voit son aspect, a priori, c'est vraiment la Covid. Mais il y a des gens qui continuent à dire, peut-être que comme Trump, il a essayé, vous voyez, ça joue. Ça joue. Ça dépend sur qui ça joue, comment ça joue, mais ça ne laisse pas indemne. Mais ça ne peut peut-être pas faire gagner des élections ou perdre des élections en tant que telles. Alors, venons sur le contexte électoral. Thomas en parlait tout à l'heure. Toutes ces garanties nécessaires à des élections qu'on a qualifiées généralement de crédibles, apaisées, transparentes et autres. On va parler d'abord des modifications constitutionnelles, puisqu'elles ont été opérées dans plusieurs pays. Est-ce que ces modifications de la loi fondamentale n'ont pas été l'une des principales sources de tension durant ces élections pour l'année 2020? Alors, vous savez, les constitutions comme les lois sont toujours source de tension parce que chaque fois qu'il y a modification d'une loi ou d'une constitution, il y a toujours une sorte de révolte. Et parfois même, c'est un peu paradoxal parce que pour s'en rendre compte, il faut observer un peu le fonctionnement des syndicats. Dès lors que le gouvernement prend une loi pour dire bon, on modifie tel aspect du fonctionnement de la structure, tous les syndicalistes vont se mettre dans la rue. Si un an après, on revient modifier la loi qu'ils ont contestée, vous les verrez encore dans la rue. Donc il y a une forme de réaction. Ce n'est peut-être pas du conservatisme, à mon avis, c'est peut-être une façon de manifester qu'il y a des groupes de pression qui existent et qui s'opposent à un certain nombre de choses. Mais pour revenir aux constitutions dont il s'agit, vous savez, les modifications de constitution d'un pays à l'autre ne se ressemblent jamais. Le cas de la Guinée est complètement différent. Différent parce que, c'est vrai, le président avait un alibi, c'est de dire qu'en réalité, la loi qui lui a permis d'arriver au pouvoir n'a jamais été adoptée par voie référendaire, parce que ça a été juste un décret d'un gouvernement putschiste. Donc, je pense que c'était le seul alibi qui donnait une certaine forme de légitimité, mais même là encore, on s'est tous rendu compte que c'est une modification opportuniste parce que, en réalité, ça n'a rien apporté de nouveau et le contexte ne s'y prêtait pas. Et dans d'autres pays, on peut analyser. Je pense qu'il faut faire une analyse au cas par cas. On ne peut pas généraliser ce qui s'est passé. Bien. Moi, en deux mots, ce que je voulais dire par rapport à ces constitutions-là, la sacralité que le blanc a à ce qu'il appelle la loi fondamentale, à laquelle tout le monde se soumet. Le rapport sacré à la Constitution qu'on ne touche pas n'importe comment, par n'importe qui, n'est pas le cas en Afrique. C'est pratiquement même une représentation de l'écrit qui n'est pas correcte.
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait que l'Africain craigne que s'il ne le fait pas, comme il a dit, de manière opportuniste, il risquerait gros. Je pense que le jour où on trouvera cette formule-là, démocratie ou pas, constitution ou pas, on s'en sortira. Parce que ce soit les lois, même quand ils vont pour écrire les lois, ce sont des lois opportunistes. J'écris la loi contre, mais alors que l'esprit de la loi, c'est l'impartialité, c'est la durabilité. Il y a beaucoup de critères même pour que la loi, personne ne la ressente comme quelque chose qui est contre lui. Il faut que nous tous, c'est pour ça que nous, sociologues, nous pensons que la loi, c'est la règle. Et la règle, plus elle est harmonieuse, plus elle permet de vivre ensemble. Mais prenez-vous nos constitutions, d'ailleurs, qui ont été copiées, c'est du copier-coller. Justement, vous parlez de copier-coller avec les constitutions, on va dire, occidentales, notamment la France pour les pays francophones. Est-ce que l'Afrique peut se payer le luxe d'avoir des mandats de 4 ou 5 ans renouvelables une fois, avec tous les défis, tous les chantiers que nous devons mener? Est-ce qu'on peut se contenter d'une telle durée, c'est limité? Je pense que le problème n'est pas nécessairement lié à la durée des mandats, mais il faut se rendre à l'évidence que nous sommes dans des contextes de tâtonnement institutionnel. Parce que nous apprenons, quoi qu'on dise, parce que généralement, on critique les Africains surtout, et finalement, ils ne savent plus quoi faire. Soit on copie les autres, ce qui ne conviendrait en rien à nos réalités, ou alors on essaie de se frayer nos propres chemins en tâtonnant, en faisant des erreurs, en essayant de les corriger. Je suis d'accord que la Constitution est sacrée. Et ça, je crois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la Constitution est sacrée. Comme je l'ai dit, on ne peut pas changer de date de naissance tous les matins. Aussi vrai qu'un individu ne peut pas changer de date de naissance tous les matins, un État ne devrait pas changer de Constitution tous les matins. La Constitution est sacrée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter des modifications. Et c'est ça, c'est pourquoi je dis souvent, nous copions ce qui n'est pas nécessairement bon. Moi, j'ai une admiration sans limite pour la Constitution américaine qui n'empêche pas les modifications, mais qui reste toujours la même Constitution. Bon, on a fait d'autres choix, c'est bien, c'est la démocratie. Mais je crois que, aussi vrai qu'on peut modifier la Constitution, il faut tenir compte de sa sacralité. Et c'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui par nos dirigeants qui tâtonnent, c'est vrai, mais qui sont aussi dans des calculs stratégiques. Même en matière de guerre, il y a des règles dans la guerre, qui est une chose horrible. Le tout n'est pas forcément la Constitution. Mais au sujet de la Constitution, ma petite culture m'enseigne quelle Constitution pour quel peuple et à quel temps. Donc ça veut dire qu'une Constitution peut bouger en fonction du peuple, en fonction du temps, en fonction des exigences du temps, du moment. Mais le tout n'est pas souvent seulement que la Constitution et sa révision, mais il y a un élément fondamental qui est le respect de cette Constitution. On peut avoir la meilleure des constitutions qu'on se soit donnée, où tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit toutes les couches, se sont donnés. Bien évidemment, la Constitution s'apparente à une œuvre d'art, un pont, une maison qu'on ne bâtirait pas chaque 2 ans, qui est fait pour une très longue période. Mais je pense que l'aspect respect de la Constitution nous amène souvent aussi à changer de Constitution. Mais ce que nous disons, nous sommes peut-être bien entendu dans le jeu politique, et que la conservation du pouvoir est une autre science tout à fait différente de sa conquête et de sa conception. Mais force est peut-être de retenir que nous dirigeons une communauté. Avant nous, elle a sans doute existé. Après nous, elle existera. Mais comment est-ce que nous pouvons contribuer à la fois dans le respect et dans le changement de la Constitution? Donc, ça peut être opportuniste, mais tant que, comme le dit Aristote, la vérité se trouve dans le juste milieu. Tant que cela ne met pas gravement, dangereusement en cause les fondements
de tout un peuple, de toute une communauté, on peut aller à la révision. Mais pas juste une nouvelle constitution parce que je vais faire 4 ans de plus, je vais faire 5 ans de plus. Pour rester sur l'aspect préélectoral, les organes de gestion des élections, les fameuses OGE, comme on les appelle, sont devenus une clé de voûte du processus de démocratisation dans bon nombre de pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, et leur composition, leur fonctionnement et les activités de ces institutions suscitent certes l'intérêt du public, mais aussi beaucoup de défiance, messieurs. Comment l'expliquez-vous et surtout comment modifier cette réaction, que ce soit la CENI, selon les pays, on appelle ça indépendant ou autre. Quelle est leur crédibilité et pourquoi, dès le départ, avant même les élections, notamment l'opposition, et puis une partie de la population ne leur donne aucun crédit? Thomas Guessambi. Bien entendu, c'est l'ambivalence de la confiance. Il y a une partie qui dit « je ne vous fais pas confiance jusqu'à ce que vous me démontriez que vous êtes digne de confiance ». Et il y a une partie qui dit « moi, je vous fais confiance, quitte à vous de la trahir ». Mais dans le cas de figure ici, pour ne pas être équilibriste, et je pense que ce sont des acteurs majeurs qui jouent aussi sur la crédibilité, sur la stabilité, sur la démocratie, la vie même de la démocratie. C'est un combat pour les partis politiques qui sont peut-être d'accord sur tout, sauf sur le pouvoir que chacun veut avoir pour son propre bonheur, pour son propre bénéfice, pour le bénéfice de lui et son clan d'abord. Sinon, comment comprendre que les partis politiques puissent lutter pour avoir la majorité dans ces organisations qui devraient organiser les élections? Si tant est que dans une république, dans une société, dans un pays, même si chacun d'entre nous ne peut pas être impartial, mais il y a quand même des experts dans la gestion de ce genre de choses, sans qu'ils ne soient forcément arrimés à une chapelle politique. Donc je pense que si on fait beaucoup plus appel à ces experts-là, et que la proportion des éléments des partis politiques, et que leur propension est réduite. Il faut dépolitiser ces institutions ? En laissant, bien entendu, la place à des experts qui se montreront aussi dignes de confiance. Il y a ce qu'on appelle le refus poli devant peut-être le président sortant candidat à sa propre succession qui veut coûte que coûte gagner les élections. On peut trouver des hommes dans nos pays, des experts qui ne sont pas affiliés à un parti politique, qui peuvent gérer cette exigence d'organisation des élections pour qu'elles soient crédibles. Donc il faut dépolitiser, selon vous, ces institutions. Absolument. Et les rendre peut-être pérennes. Selon les pays, anglo-saxons ou francophones, il y a des CENI qui ne changent pas au gré de chaque échéance électorale. Qui ont aussi des mandats de fonctionnement. Oui. Moi, je pense que ce truc n'a jamais été une bonne idée, en fait. Parce que ça a été inventé en 1994. Hein. Là, je crois que c'est une expérience béninoise qui a commencé en 1994 où l'opposition, qui était très futée à l'époque, a imaginé ce qu'ils ont appelé la Sénat. Et ça a permis justement à l'opposition de mettre la main là-dessus parce que le président même ne comprenait rien en ce moment. Et il a été balayé. Donc, il a organisé les élections. Et pour une fois, le président sortant crie à la fraude parce qu'il s'est vu voler les élections. Et puis, depuis, c'est devenu ça s'est répandu un peu sur tout le continent. Et tout le monde sait que celui qui a la même mise sur cette commission gagne les élections. Il n'y a pas de miracle possible. Donc, ça veut dire quoi? Au fond, tout se joue déjà à la composition de la CENI ou de la commission qui organise les élections. Donc, à partir de cet instant, tout le reste, c'est de la comédie autour. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue de l'habiller Oui, mais vous dites ça, mais ça a été fait pour compenser justement la mauvaise gestion des ministères de l'Intérieur, auxquels personne n'a confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une mauvaise solution à un vrai problème. Mais qu'est-ce que vous proposez, Dr. Lui? Moi, ce que je dirais, c'est que, je vous l'ai déjà dit une fois à une émission, le tigre ne prend jamais sa tigritude, il saute sur sa proie. Toute commission qui se dira indépendante sera automatiquement suspecte. Quand vous dites ministère de l'Intérieur, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde.
ceux qui organisent les élections, c'est des gens comme vous et moi qui s'en vont, on ouvre, l'urne est ouverte, il n'y a rien là-dedans. Les bulletins des urnes sont aussi clairs, c'est scellé. Ça veut dire que la transparence, la crédibilité, la réalité, le fait d'avoir son nom, d'aller voter, c'est une vérité qui nous appartient tous. Et c'est là où ils ont raison. C'est au-dessus que ça va se passer. Parce que clairement, on ira voter, clairement, on comptera, clairement, on saura qui a gagné par bureau de vote. Il n'y a aucune expertise dans cette matière-là. Ce n'est que des constats de constats. Des constats de constats partis de réalité qui s'imposent. Alors, j'aimerais qu'on parle Maintenant, vous nous demandez notre solution. Oui. Moi, ma solution, je l'ai depuis 2005. Pour qu'on évite ces gens, organes de ceci, de cela, moi, j'ai toujours proposé des vrais sondages. Les Blancs, ça les a beaucoup aidés. Parce que quand les sondages ont parlé, et ils peuvent mentir, mais rarement. À partir de là, il n'y a pas la CEI, il n'y a pas la Cour constitutionnelle, il n'y a pas le ministère de l'Intérieur, ça va être difficile. Parce qu'on a demandé, et c'est ce que j'ai dit, la réalité part de vous, de moi, de monsieur, tout le monde pour savoir qui est populaire, fait 4 ans, fait 20 ans, Angela Merkel, elle a plus de 17 ans. Ça part des réalités. Mais après, on nous fait croire qu'il y a une magie quelque part où les gens au sommet, les marmailleurs dont ils ont parlé, fabriquent des réalités. Alors qu'on pouvait partir des réalités simples. On a assisté à un phénomène, monsieur, celui de la victoire dès le premier tour de tous les candidats des partis au pouvoir. Déjà, comment l'expliquez-vous? L'opposition les accuse de fraude, hein, très clairement. Déjà, est-ce que ces accusations sont toujours fondées? Est-ce que parfois le bilan parle pour ces candidats ou vraiment il faut regarder d'un œil suspect de toutes ces victoires écrasantes dès le premier tour, hein? Ce qui est intéressant en Afrique, c'est que quand on observe bien, il y a toujours un cas d'école. Il y a toujours quelqu'un qui fait le premier pas. Et puis après, on prend le temps d'analyser. C'est le Togo, alors? Voilà. Non, c'était Je parle pour 2020. Non, c'était en 2011. Le premier qui a gagné au premier tour, alors que tout le donnait perdant aux élections présidentielles. Quoi qu'il arrive, c'était Yahi Boni en 2011. Oui. Il organise une élection à laquelle il devrait perdre logiquement, et puis il gagne au premier tour KO. Donc, depuis, les gens ont pris du recul, ils ont analysé, ils se sont dit, quand vous êtes en difficulté, vous n'avez aucun intérêt à aller au deuxième tour. Parce que quand vous êtes en difficulté, vous avez des problèmes de popularité au sein de l'électorat, le mieux, c'est d'empêcher que l'opposition se fédère contre vous. Donc, on organise le premier tour et puis on gagne au premier tour. On gagne au tour et puis voilà, il n'y a plus de deuxième tour. Et ensuite, on prend tout le monde de coup. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, au-delà de cet aspect de premier tour, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans nos élections telles qu'on a vu, avec ce qu'on a vu ces derniers temps. On se rend compte à quel point nous sommes focalisés sur le pouvoir. On a l'impression que toute la vie de la cité tourne autour de qui va diriger. Mais personne ne se préoccupe de comment est-ce qu'on dirige. Il n'y a aucune lutte, mais vous suivez, vous idéologique. Comment ça se passe. Même dans ces pays-là, il n'y a même plus de manifestations de syndicats contre des réformes sérieuses. On ne se bat même plus pour savoir quel est le contenu du programme éducatif. Ça ne préoccupe personne, ce qu'on enseigne aux enfants à l'école. Que les enfants ne sachent pas lire et écrire jusqu'au collège, ça ne préoccupe plus personne. Qu'on ne sait pas combien de médecins on n'a pas, milliers d'habitants, ça n'intéresse aucun parti politique. Tout ce qui intéresse aujourd'hui, c'est qui va diriger. On se bat tous pour la conquête du pouvoir. Et ça, c'est dangereux pour l'Afrique, si on continue comme ça. Et ce qu'il dit est tellement vrai et grave à la fois. Même quand on parlait de la Covid, ça fait plus de dégâts sur le plan scolaire, sur le plan éducationnel, niveau, etc., que sur tous les autres plans. Et si vous regardez aussi, quelque part, on joue bien le jeu des Blancs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des projets de société qu'ils réaliseront ou non. Il a fallu que Joe Biden gagne pour qu'on sache le plus petit village dans lequel il est né, etc. Mais nous, de projets politiques, on n'a que des noms. Bazoum, on cherchera à savoir pourquoi il a 2 actes de naissance, pourquoi il s'est présenté avec... Ça dit que il n'en a qu'un, il nous a dit. Hein. Comment ? Il nous a dit qu'il n'en avait qu'un seul acte de naissance. Continuez. Les gens ont donné 2 numéros. Chaque fois,
tout va tourner autour de qui va commander et avec qui il va commander. Mais pourquoi? Parce que, et c'est vraiment malheureux, malhonnête, parce que la démocratie vient de l'Afrique, je l'ai toujours dit. À l'époque, les gens étaient tellement obsédés par la démocratie en Afrique que quand on faisait les sondages, c'est pour ça que je reviens des sondages, les sondages ne viennent pas des Blancs, ils viennent des Noirs. On sondait la nuit, le jour, partout, et on trouvait le chef. Et quand c'était compliqué, on votait. Le vote aussi, c'est l'Afrique qui a inventé le vote. Et quand c'était trop compliqué, qu'on ne savait pas, on tirait des bâtons. Et celui qui tirait le plus long, le plus court, c'est lui qui gagnait. Donc c'était la démocratie vraie à laquelle tout le monde adhérait. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'essentiel, c'est une question de prédocratie. Voilà pourquoi elle a dit on est tous focalisés. Tout se passe entre 5 ans. C'est-à-dire, je suis président aujourd'hui, donc j'ai mis suffisamment de moyens. C'est pour ça qu'il a parlé de confusion des moyens. J'ai mis suffisamment de moyens pour arroser suffisamment de gens pour gagner. Et une fois que j'ai gagné, il faut que je me rattrape. Le temps aussi de me rattraper, il reste encore 1 an ou 2 ans pour repartir à la bataille encore. Donc, pratiquement, on est dans ce système. Monsieur, je vais vous poser une question. Je veux dire, l'intitulé exact de la question que j'ai eu l'occasion de poser à Alpha Condé, c'est vrai que la proclamation des résultats, entérinée par les cours constitutionnels, assoit la légalité de tous ces pouvoirs fraîchement élus. Mais est-ce suffisant à en assurer la légitimité au regard de ces nombreuses contestations, de ces nombreuses manifestations, de cette défiance des populations? Thomas Guessambi. Ok. Ici, encore une fois, je reviendrai pour parler de règles et de respect des règles. Bon, bien entendu, vous avez parlé d'un coup KO. Moi, je pense qu'il y a eu un peu d'évolution avant. C'était la majorité relative. Donc, quelqu'un pouvait, sur 19 candidats, avoir 19% des voix et être déclaré président. Donc, après, on a vu que ce n'était pas joli. Il fallait aller au deuxième tour. Au deuxième tour, on a vu que, comme les Ivoiriens peuvent le dire, c'est le deuxième tour qui envoie par là. Voilà. Il faut que je gagne au premier tour pour que... Et naturellement, le problème aussi, souvent, n'est pas forcément celui qui dirige, mais c'est la redistribution des richesses. C'est ce qui pose problème. On sait que si ce candidat est des nôtres, s'il est au pouvoir, je reviens naturellement à la déclaration, à la légitimité des résultats qu'on donne. Vous voyez? Et c'est toujours bon que je vous réponde par des métaphores. Sur un terrain de football, un arbitre a beau être injuste, de par ses coups de sifflet, des pénaltys qu'il a accordés à une équipe au détriment d'une autre, mais aucunement nous ne verrons les supporters qui sont au stade siffler la fin du match à la place de l'arbitre. C'est-à-dire descendre sur l'aire de jeu pour dire le match est terminé. C'est à ce jeu-là souvent que ça donne l'opposition, que ça donne un peu... Il y a des organes que nous avons mis en place qui doivent dire qui a gagné. Je pense que pour la plupart du temps, il y a des résultats provisoires prononcés par les commissions qui organisent les élections et les résultats officiels définitifs prononcés par la Cour constitutionnelle. Donc, dès lors qu'on a pris part au processus, ça veut dire qu'on s'est inscrit dans un jeu qui avait été écrit. On a dit et on a accepté de se porter comme candidat, mais il faut aller jusqu'au bout des règles. Donc, sur cet aspect des choses, moi, je milite pour que l'organe qui a organisé les élections soit le seul habilité. Si nous devons dénoncer cet organe, c'est depuis le départ et non au cours du jeu. D'accord. Allez-y, répondez. Moi, sur ce plan, je mets toujours la légitimité au-dessus de la légalité. Au contraire, même la légalité devrait s'inspirer de la légitimité. Pourquoi? Parce que quand vous allez édicter une règle, les gens se poseront toujours la question de savoir au nom de quoi devrait-on obéir à cette règle. C'est vrai que si les organes dont ils parlent sont crédibles, effectivement, il y aura à la fois et la légalité et la légitimité. Mais ils ont la légalité parce qu'il y a des feuilles de route, il y a des signatures, mais en termes de légitimité, tout le monde est tracé. Personne n'est neuf. On a parlé on pouvait créer des commissions, des experts. Ça, on peut toujours le dire si les Blancs ne sont pas là.
Mais entre nous, comme on dit, on se connaît. Tout le monde est tracé. Mais pourquoi s'engager au départ et à la fin ne pas reconnaître l'organe qui a commencé à organiser? Mais justement, on a l'impression, on va parler dans l'émission de la semaine prochaine de l'opposition, de sa stratégie, de sa marge de manœuvre, parce qu'au fond, on a l'impression que ce sont ces deux notions, Dr Aboulon, qui s'affrontent dans le cas des élections, la légalité et la légitimité, et que la légalité sera toujours du côté du pouvoir, alors que la légitimité semble appartenir au peuple souverain. Alors, oui, je pense que vous avez déjà répondu un peu à la question. La légalité, c'est le point de départ. Je crois que sans ça, il n'y a rien. Donc, c'est le point de départ. La légitimité, c'est tout le processus et c'est la finalité même. La légalité n'a de sens que si elle s'inscrit dans la légitimité. Terminé. Parce que il ne suffit pas d'avoir des lois. Même dans les dictatures, il y a des lois. Même les dictatures sont des régimes très hauts. D'ailleurs, dans les dictatures, il y a beaucoup plus de lois. D'ailleurs, en Corée, on ne fait pas ce qu'on veut. En Corée du Nord, bien sûr. Donc, je crois que la légalité n'est que le point de départ. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Thomas, c'est que la légitimité relève du peuple. Dans tout régime politique, le garant de la légitimité, c'est le peuple. Le peuple, à tout moment, a le droit de s'immiscer sur la scène publique et de dire ce que vous dites légal n'est pas conforme à notre aspiration profonde. Puisqu'il s'agit de cohésion sociale. Et sans doute qu'on n'est plus dans la République. Ben, bien sûr que nous sommes dans la République. Je suis d'accord avec vous qu'il y ait la légitimité. Mais Il y a eu des cas de figure dans la plus grande démocratie aux États-Unis, entre Al Gore et Bush, où on pourrait parler de légitimité. Il y a des Américains qui étaient convaincus que c'est Al Gore qui avait gagné. Donc, au nom peut-être de la légitimité, et puis peut-être pour être trivial, les Américains devaient descendre dans la rue et les plus nombreux allaient donner le pouvoir à celui qui avait gagné le pouvoir. Mais on s'est référé à la loi. C'est la loi qui a tranché. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que ce n'est pas, au fond, le peuple ne vient pas interrompre le processus démocratique. Et le peuple n'est que l'arbitre. Mais le peuple exige que les règles soient respectées. bien, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'avais parlé des sondages. En dehors de tout institut au-dessus de la crédibilité, je ne suis pas pour qu'on aille chercher toujours des instituts des Blancs. Il y a des Noirs ici très honnêtes qui peuvent faire des sondages très respectables et à respecter. Mais nous, sociologues, on a des éléments très simples. On se connaît tous dans la rue. Posez des questions. Vous allez savoir si vraiment quelqu'un fait 9 à 1, 9 à 2 ou 9 à 3. Vrai ou faux? Il y a des hommes politiques dans cette même Afrique-là qui, au début de leur mandat, il suffisait d'entendre leur nom pour que tout le pays rentre en transe. Aujourd'hui, on est obligé de trouver les plus petites salles pour eux pour que ça ne devienne pas autre chose dans cette même Afrique-là. Oui. Attendez, ok. Excusez. Bon, de manière, on arrive à la fin de l'émission. Messieurs, la semaine prochaine, ça sera l'autre partie de cette rétrospective. Là, on a parlé de l'organisation des élections, on a parlé des pouvoirs en place. On n'a pas eu le temps de parler de leur comportement vis-à-vis de l'opposition. On en parlera la semaine prochaine, l'attitude qui a été quasi similaire dans tous les pays. Répression, voilà, et autres, on en parlera. Et donc, la semaine prochaine, ce sera... de conservation. Du pouvoir, voilà. On parlera des opposants, de leur stratégie, de leur marge de manœuvre, et puis on fera le bilan de toutes ces élections 2020 pour le continent. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment pour votre contribution au succès d'ailleurs dans le monde, je le dis, puisque vous êtes là depuis le début, depuis Radio Côte d'Ivoire, depuis 2015. On se quitte sur cette citation, et après j'aurai une longue liste de remerciements à faire. La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer, la présidence de la République et la prostate, de Georges Clemenceau. Encore un grand merci à mes chers invités, encore une fois, qui ont contribué lourdement au succès d'ailleurs dans le monde par la qualité de leurs interventions, et depuis Radio Côte d'Ivoire, depuis 2015. Merci à toutes les équipes qui œuvrent au bon fonctionnement de cette émission, notamment les équipes techniques. Aujourd'hui, nous avons derrière les caméras Adama Bamba,
et Richard Damé. Merci aux équipes en régie, avec un remerciement particulier aux différents cadreurs qui nous ont accompagnés lors de nos missions. Kader Bachild, Ulrika Dongo, Ambroise Asséman. Merci à Samassi Alassane, à l'assistante de réalisation Mariette Alangba, une des rares femmes sur ce programme, au monteur Zia Apollinaire et bien sûr à mon très cher réalisateur Mamadou Krosina Konaté. Merci à la direction des magazines de l'information à travers son directeur, M. Koné Lanciné. Merci à mon rédacteur en chef, Victorien Angoua, et bien sûr à notre directeur général, Fossini Dembélé. Merci pour leur confiance et toutes ces opportunités. Merci aussi à Radio Côte d'Ivoire, où cette émission a vu le jour en 2015, notamment à sa directrice, Mme Sali Siloué Konaté, et à toutes ses équipes. Merci infiniment à vous tous, chers téléspectateurs, de votre fidélité, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci du fond du cœur. Merci, bien sûr, à tous les invités en plateau ou à l'extérieur, différents ambassadeurs et personnalités politiques qui ont accepté de nous recevoir et qui se sont succédés tout au long de l'année. Et un merci particulier à celui qui est mon modèle dans ce métier, Emmanuel Lavry-Gracier. Mes meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2021. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de la rétrospective 2020. Spéciale élection présidentielle, et on abordera le cas de l'opposition et bien sûr on fera le bilan de toutes ces élections. Merci à tous et encore bonne année.